Le message a traversé le vide glacial de l'espace pendant près de 3 ans avant d'être entendu. Un simple appel, répété sans cesse dans le langage mathématique, que les scientifiques de toute la galaxie avaient adopté comme norme de communication interstellaire. Aidez-nous. Notre monde se meurt. Répondez, s'il vous plaît. Les Viridiens avaient envoyé des milliers de ces messages dans toutes les directions. Leur planète bleu-vert, autrefois luxuriante de forêts de cristaux en spirale et d'océans scintillants, devenait lentement grise. L'équilibre chimique de leur atmosphère avait commencé à se modifier 10 ans plus tôt, lorsqu'une série de catastrophes naturelles avait libéré dans l'atmosphère des éléments longtemps enfouis. Ce qui n'était au départ qu'un problème environnemental mineur s'était transformé en urgence planétaire. À l'intérieur, au cœur des communications de la capitale de Viridia, le premier orateur, Calais, fixait les écrans de surveillance d'un regard fatigué. Sa peau, d'un bleu habituellement éclatant, avait viré au gris terne, premier symptôme visible de l'empoisonnement atmosphérique qui affectait son peuple. Des réponses aujourd'hui, demanda-t-il sans grand espoir. L'agente de communication secoua la tête. Rien de nouveau? La Confédération régulienne avait accusé réception de notre message le mois dernier, mais avait déclaré ne pas intervenir dans les processus évolutifs naturels. Les maigres épaules de Kael s'affaissèrent. Et les Étéens? Ils nous ont demandé si nous avions des minéraux précieux à échanger contre de l'aide. Lorsque j'ai envoyé nos rapports sur les ressources, ils ont affirmé que la marge bénéficiaire potentielle ne justifiait pas le coût d'une intervention. C'était la même chose. Pendant des mois, les espèces avancées qui contrôlaient le Conseil galactique ont soit ignoré leurs supplications, soit répondu par de froids calculs de profits et de pertes. Les Viridiens n'avaient rien d'assez précieux à offrir en échange de leur survie. Continuez. Émission, dit doucement Cale. Quelqu'un doit s'en soucier. À 270 millions de kilomètres de là, sur la troisième planète d'une étoile jaune dans un bras spiral banal de la galaxie, une humaine nommée Dr. Anna Foster se redressa sur sa chaise. Elle analysait les données du réseau d'écoute spatiale de la Terre lorsqu'un motif inhabituel attira son attention. Directeur Banks, lança-t-elle, je relève quelque chose d'intéressant. Le directeur Robert Banks se dirigea vers son poste, dans la salle de surveillance bondée du Centre de communication spatiale de l'Alliance Terre-Unie. Qu'avez-vous? Une séquence mathématique répétitive. Certainement artificielle, certainement non humaine. Ses doigts parcoururent l'interface holographique. Le signal est faible mais constant. Il se répète depuis... Attendez. D'après le schéma de décroissance, ce message est transmis depuis près de 3 ans. Banks se pencha. Pouvez-vous le décoder? Il utilise des principes mathématiques de base. Comme base, une approche astucieuse. Elle travailla plusieurs minutes, puis leva les yeux écarquillés. C'est un appel de détresse, monsieur. Quelqu'un appelle à l'aide. En 24 heures, la découverte avait atteint les plus hautes sphères du gouvernement de l'UEA. Depuis la décennie où les humains avaient développé une technologie de communication plus rapide que la lumière, ils avaient détecté de nombreux signaux extraterrestres, mais la plupart étaient soit des balises automatisées, soit des transmissions commerciales entre civilisations spatiales établies. C'était différent. Un appel direct à l'aide. Dans la salle de conférence principale du siège de l'UEA à Genève, 12 personnes étaient assises autour d'une table ronde, débattant de la réponse de l'humanité. Nous ne savons même pas qui ils sont, a déclaré le secrétaire à la Défense Williams. Cela pourrait être un piège, a-t-il ajouté. Cela pourrait être un piège? Le message est diffusé en continu depuis 3 ans, rétorqua le docteur Foster. Si c'est le cas, c'est un piège élaboré. La présidente Lynn tapota la table du doigt. Et les autres civilisations spatiales? Pourquoi personne n'a répondu? Inconnu, répondit le directeur Banks. Mais nous avons intercepté suffisamment de communications extraterrestres pour savoir que les grandes puissances de cette partie de la galaxie ont tendance à se montrer pragmatiques envers les espèces moins évoluées. Vous voulez dire qu'ils n'aident que s'ils en retirent son quelque chose, dit l'amiral Jackson. Banks hocha la tête. En gros, oui, l'expression du président Lin se durcit. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Préparez un message de réponse et commencez à équiper l'US Mercy
pour une mission humanitaire. 3 jours plus tard, le capitaine James Reed se tenait sur le pont du Mercy, le plus récent et le plus grand vaisseau terrestre conçu spécifiquement pour les interventions en cas de catastrophe et l'aide humanitaire. À 42 ans, Reed avait passé sa carrière à diriger des opérations de sauvetage sur Terre, et dans le système solaire, ce serait son premier commandement au-delà des frontières de l'étoile mère de l'humanité. Vérification finale des systèmes terminés, capitaine, annonça sa copilote, Lisa Parker. Tous les services sont prêts au départ. Reed hocha la tête en regardant l'équipage travailler efficacement autour de lui. Le Mercy transportait 500 personnes, dont des scientifiques de l'environnement, des équipes médicales, des ingénieurs et un corps diplomatique. Aucun d'entre eux n'avait jamais rencontré d'extraterrestres auparavant, mais tous étaient experts en gestion de crise. Envoyez un message au commandement de l'UEA, dit Reed. Le Mercy s'apprête à partir pour la première mission, humanitaire interstellaire sur Terre. Alors que l'immense vaisseau s'apprêtait à activer son moteur plus rapide que la lumière, Reed repensa au message désespéré qui avait parcouru une si longue distance pour les atteindre. Qui que soient ces personnes, elles avaient demandé de l'aide à l'univers, ignorant si quelqu'un s'en chargerait. Réponse. Début de la séquence FTL, annonça le navigateur. Dans ses pensées, Reed se demandait quel genre de personnes ils allaient rencontrer et si l'humanité était prête à franchir ce pas vers la galaxie. Mais il était certain d'une chose. Quand on appelle à l'aide, on répond. C'était la valeur humaine la plus simple, la plus fondamentale qu'il connaissait. La miséricorde disparut dans un éclair de lumière, entamant son voyage de 6 mois vers un monde lointain appelé Viridia. Viridia, le premier orateur Kael, avait presque perdu espoir. La dégradation atmosphérique s'était accélérée et les premiers enfants étaient morts d'insuffisance respiratoire. Les filtres temporaires qu'ils avaient développés étaient défaillants et leurs scientifiques estimaient qu'il leur faudrait moins de 2 ans avant que leur monde ne devienne inhabitable. Lorsque l'officier de communication fit irruption dans sa chambre, sans prévenir, Cal pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mauvaise nouvelle. Premier intervenant, nous avons reçu une réponse. La peau du jeune Viridien était d'un bleu si vif qu'il était presque douloureux à regarder. La couleur de l'émotion extrême chez les siens. « Qui ?» demanda Cale, effrayé d'espérer. « Une espèce inconnue qu'ils se nomment eux-mêmes humains. Ils disent… » La voix de l'officier se brisa. « Ils disent qu'ils viennent nous aider. Ils ont déjà lancé un navire. » Cal le regarda, incrédule. Sans négociation, sans exigence, leur message dit seulement qu'ils ont reçu notre appel de détresse et qu'ils envoient de l'aide. Ils demandent des informations sur notre situation afin de pouvoir préparer l'assistance appropriée. Pour la première fois depuis des années, Calais sentit le poids sur ses épaules s'alléger, légèrement. Quelqu'un les avait entendus, quelqu'un arrivait. Envoyez-leur tout ce dont ils ont besoin, ordonna-t-il, et préparez notre peuple. Nous devons être prêts à affronter ces humains. Ni les Viridiens, ni les humains ne s'en rendaient encore compte. Mais ce simple acte de réponse allait changer à jamais la structure du pouvoir de la galaxie. Car les humains, contrairement aux puissances galactiques établies, prenaient les appels à l'aide au sérieux. L'US Mercy émergea d'un voyage plus rapide que la lumière dans un bref éclair lumineux, apparaissant aux confins du système solaire viridien. La planète bleu-vert était suspendue à l'écran, entourée d'une fine brume grise qui n'aurait pas dû être là. Le capitaine James Reed se tenait au centre de la passerelle, observant l'écran principal. Analyse environnementale. Le docteur Tom Wells, responsable scientifique de l'environnement à bord, fronça les sourcils en voyant ses relevés. « Mauvais, capitaine. L'atmosphère présente des niveaux dangereux de soufre, de composés et de métaux lourds. La couche nuageuse grise retient la chaleur et bloque la lumière du soleil. Cela correspond à ce que les Viridiens ont décrit dans leur paquet de données, mais le voir est déprimant. » Reed hocha la tête d'un air sombre. « Signe de vie, concentré dans plusieurs grandes villes, principalement dans l'hémisphère nord, » répondit le copilote Parker. « Population ? Apparemment environ 3 milliards,
mais les relevés suggèrent un taux élevé de maladie. Des analyses étaient en cours. L'agent de sécurité annonça « Rien d'agressif, juste une technologie d'observation standard ». Reed redressa son uniforme. 6 mois de voyage avaient donné à l'équipage le temps d'étudier tout ce que les Viridiens leur avaient transmis, y compris les schémas linguistiques de base, les normes culturelles et les détails de leur crise environnementale. Ils étaient aussi préparés que possible pour la première fois de l'humanité. Contact officiel avec une civilisation extraterrestre. « Ouvrez un canal », ordonna-t-il. L'officier de communication acquiesça. Canal ouvert. Ici le capitaine James Reed du vaisseau de l'Alliance Terre-Unie. Merci. Nous avons reçu votre appel de détresse et sommes venus vous porter assistance. Nous demandons l'autorisation d'approcher et de nous mettre en orbite. Il y eut un moment de silence avant qu'une réponse ne parvienne. Le traducteur traduisait le langage viridien musical en anglais. Vaisseau humain, merci. Ici, le commandement central viridien. Nous vous remercions de votre réponse. Permission de mise en orbite accordée. Envoi des coordonnées en cours. Alors que le Merci s'approchait de la planète, Reed ne put s'empêcher de remarquer le léger tremblement dans la voix du contrôleur viridien. On aurait dit de l'incrédulité. 2 heures plus tard, Reed menait une petite délégation à la surface, à bord d'une navette du Merci. Chaque membre portait une combinaison environnementale légère, non pas parce que l'atmosphère viridienne était totalement toxique pour les humains, mais par mesure de précaution contre les contaminants. La navette atterrit sur une place circulaire, entourée de hautes structures, en spirale, qui ressemblaient à du verre torsadé. Malgré la crise environnementale, l'architecture extraterrestre était époustouflante. Tout semblait conçu pour capter et refléter la lumière, même si une grande partie de son éclat était désormais atténuée par la brume grise qui planait au-dessus. Un petit groupe de viridiens les attendait. C'étaient des êtres élancés d'environ 1,50 m, à la peau bleu-vert lisse, presque translucide. Leurs grands yeux en amande dominaient leurs visages étroits, et ils se déplaçaient avec une fluidité gracieuse qui rappelait à Reed les créatures sous-marines. En s'avançant, Reed remarqua quelque chose d'inquiétant. Nombre de viridiens portaient des masques respiratoires et leur peau était couverte de taches grises, signe de l'empoisonnement atmosphérique décrit dans leur message. Un viridien vêtu de vêtements argentés raffinés s'avança. « Je suis le premier orateur Cal. Au nom de tous les viridiens, je vous souhaite la bienvenue dans notre monde. » Sa voix tremblait légèrement. « J'aurais aimé que vous le compreniez en des temps meilleurs. » Reed retira son casque après avoir confirmé que l'air était sans danger pour une courte exposition. Premier orateur, Cale, je suis le capitaine James Reed. Voici le Dr Tom Wells, notre spécialiste de l'environnement, et Maria Diaz, notre diplomate. Nous avons déployé une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de personnel médical pour aider votre peuple. Les grands yeux de Cale clignèrent rapidement. Vous êtes vraiment venu nous aider. Lorsque nous avons reçu votre message, beaucoup n'y ont pas cru. Le concept était inconnu. Maria Diaz, l'agent diplomatique, pencha la tête avec curiosité. Inconnu? Répondre aux appels de détresse est une procédure standard chez nous. Un tintement de verre s'échappa de plusieurs viridiens, leur version du rire surpris. Peut-être pour les humains, dit un autre viridien en s'avançant. Je suis Tella, scientifique en chef. Nous avons envoyé des appels similaires à 17 civilisations spatiales. 6 n'ont jamais répondu. 11 ont accusé réception de notre message, mais ont refusé d'intervenir. Le Dr Wells fronça les sourcils. Refusé? Mais votre planète entière est en danger. Kael fit un geste fluide de ses bras fins. La Confédération régulienne nous a dit que les crises planétaires sont des tests de la santé des espèces. Les Étéens ont calculé que nos ressources sont insuffisantes pour justifier le coût d'une intervention. Les autres ont donné des réponses similaires. Les humains ont échangé des regards troublés. Durant leur voyage, ils avaient étudié les rares informations disponibles sur les autres civilisations extraterrestres. Mais cette insensibilité était inattendue. « Eh bien, » dit Reed fermement, « les humains ne voient pas les choses de cette façon. Quand on appelle à l'aide,
On répond, c'est aussi simple que ça. Cale les conduisit dans l'un des bâtiments en spirale, qui se révéla être le siège du gouvernement central de Viridia. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de ce qui ressemblait à des formations cristallines vivantes, rayonnant d'une douce lumière. Malgré cette beauté, Reed remarqua que de nombreux Viridiens se déplaçaient lentement, manifestement aux prises avec des problèmes de santé. Dans une grande salle de réunion, des responsables et des scientifiques viridiens s'étaient réunis. Cartes et projections de données affichaient l'étendue de la contamination atmosphérique. Le Dr Wells commença immédiatement à examiner les données, tandis que Reed et Diaz discutaient de la situation avec Cale et les autres dirigeants. La contamination commença. Lorsqu'une série d'éruptions volcaniques a libéré des gaz et des métaux emprisonnés dans les profondeurs du sous-sol, expliqua Tella, notre technologie permet de filtrer l'air des bâtiments, mais nous manquons de moyens pour traiter l'atmosphère à l'échelle planétaire. Et l'évacuation ? Demanda Diaz. Avez-vous des colonies hors de la planète ? Un autre Viridien, présenté comme le ministre de la Défense Giral, répondit d'un ton amer. Nous disposons de petits avant-postes de recherche sur 2 lunes, mais ils ne peuvent accueillir que quelques milliers de personnes. Le Conseil galactique a rejeté notre demande d'établissement d'une colonie de réfugiés dans un système non revendiqué. Il a déclaré que notre incapacité à gérer l'environnement planétaire ne nous donnait pas droit à un nouveau territoire. Reed sentit sa colère grandir. L'insensibilité de ces civilisations avancées allait à l'encontre de toutes ses convictions. Premier orateur, dit-il fermement, je tiens à être clair sur un point. Nous ne sommes pas venus ici pour juger votre valeur ni calculer votre mérite. Nous sommes venus parce que vous aviez besoin d'aide, et cela nous suffit. Kyle le fixa de ses grands yeux expressifs. Vous parlez comme si c'était normal, capitaine Reed. Je vous assure que, d'après notre expérience de la galaxie, ce n'est pas le cas. La galaxie pourrait alors apprendre quelque chose de l'humanité. Reed répondit après 3 heures de discussion. Le Dr Wells et les scientifiques viridiens avaient élaboré un plan préliminaire lorsqu'ils l'ont présenté au rassemblement. Wells n'a pas caché le défi à venir. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aider, dit-il. Le Merci transporte des équipements de traitement atmosphérique conçus pour les projets de terraformation. Nous pouvons l'adapter pour filtrer votre atmosphère. La mauvaise nouvelle, c'est que ce ne sera pas suffisant. Nous devrons construire davantage de processeurs, beaucoup plus nombreux, et les positionner stratégiquement sur la planète. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Cale. Avec nos seules ressources ? Des années, admit Wells. Mais j'ai déjà renvoyé les données sur Terre. L'UEA prépare une mission plus vaste avec davantage d'équipements et de personnel. La peau de Cale se colora, signe d'une vive émotion. Vous confieriez de telles ressources à des inconnus. Reed acquiesça. C'est notre métier. Alors que la réunion se terminait et que les humains s'apprêtaient à regagner leur navette pour commencer le travail, Tella s'approcha discrètement de Reed. « Capitaine, il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-elle doucement. « Votre arrivée a été remarquée. La Confédération régulienne maintient des stations de surveillance dans tout ce secteur. Votre intervention ne leur fera pas plaisir. » Reed réfléchit un instant. « Merci pour l'avertissement, mais cela ne change rien. Nous sommes venus aider, et c'est ce que nous allons faire. » Tandis que la délégation humaine partait, les Viridiens observaient la scène avec émerveillement. Ils avaient imploré l'aide des étoiles, sans jamais imaginer qu'une jeune espèce venue d'un monde lointain prendrait leur appel si au sérieux. Et ni les humains, ni les Viridiens ne réalisaient encore à quel point ce simple acte de compassion bouleverserait l'ordre établi de la galaxie. En moins de 2 semaines, le ciel de Viridia bourdonnait d'activité. Le Merci avait déployé ses processeurs atmosphériques, d'immenses plateformes flottantes qui aspiraient l'air contaminé, filtraient les éléments toxiques et rejetaient de l'oxygène propre dans l'environnement. Ces appareils créaient des courants d'air plus purs, de petites poches de bleu perçant la brume grise. Mais comme l'avait prédit le Dr Wells, l'équipement du Merci à lui seul ne suffisait pas pour une planète de cette taille.
Le capitaine Reed se tenait dans le centre de commandement central de Viridien avec le premier orateur, Cale, étudiant le système de surveillance globale. De petites zones bleues entouraient chaque processeur, mais de vastes zones grises couvraient encore la majeure partie de la planète. Les processeurs fonctionnent exactement comme prévu, expliqua Reed. Mais il nous en faut davantage, beaucoup plus. La peau de Cale s'était légèrement éclaircie depuis l'arrivée des humains, la couleur bleu-vert revenant sur les zones auparavant grises. L'appareil respiratoire qu'il portait était désormais plus léger, moins intrusif. Vos hommes ont accompli plus en 2 semaines que nous. En 2 ans, dit Cale. Mais je comprends les limites. Avant que Reed puisse répondre, la voix de l'officier de communication Patel retentit dans son oreillette. Capitaine, nous détectons plusieurs vaisseaux entrant dans le système. Ce ne sont pas les nôtres. Reed s'excusa et s'écarta. Identification ? 7 vaisseaux, monsieur. Le vaisseau de tête s'identifie comme le vaisseau régulien de l'ordre dominant. Il nous appelle directement, contournant les communications viridiennes. Reed sentit un frisson. Les réguliens, la même espèce qui avait dit aux viridiens que leur crise était un test de forme physique. Je retourne immédiatement à la Merci, dit-il. Alertez l'équipage. Protocole de premier contact avec les réguliens, mais gardez tous les systèmes en alerte. Cale s'approcha, l'inquiétude lisant ses grands yeux. Un problème, capitaine ? Nous avons des visiteurs, dit simplement Reed. La Confédération régulienne a envoyé des navires. Le visage de Cale se vida. Ils ne nous ont jamais manifesté d'intérêt direct auparavant. Je ne pense pas que ce soit à vous qu'ils s'intéressent, répondit Reed d'un ton sombre. C'est à nous. De retour à bord du Merci, Reed se tenait sur la passerelle tandis que l'écran de communication s'activait. Le visage qui apparut était vaguement reptilien, avec une peau écailleuse, des tons violets profonds, des pupilles verticales et des yeux jaunes. Le régulien portait ce qui semblait être un uniforme richement décoré. Je suis le haut commandant Vex de la Confédération régulienne, ce qui semblait être un uniforme richement décoré. Je suis le haut commandant Vex de l'ordre dominant des vaisseaux de la Confédération régulienne. Vous opérez dans un secteur sous surveillance régulienne. Identifiez-vous et présentez votre mission ici. Reed se redressa. Capitaine James Reed de l'Alliance Terre-Unie. Vaisseau Merci. Nous menons une mission humanitaire à la demande du gouvernement viridien. Les yeux du régulien se plissèrent. Mission humanitaire. Vous voulez dire que vous avez répondu à leur signal de détresse ? Bien sûr que oui. Le régulien émit un cliquetis aigu. Votre espèce est novice en matière de voyages interstellaires. Vous ignorez peut-être donc les protocoles galactiques. Voyages interstellaires. Vous ignorez peut-être donc les protocoles galactiques. La non-ingérence dans les crises planétaires est une pratique courante. Les espèces doivent-elles surmonter leurs propres défis ou faire face à la sélection naturelle. Reed sentit sa mâchoire se serrer. Sauf votre respect, ô commandant, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les humains. Quand quelqu'un demande de l'aide, nous la lui fournissons. Un sentiment primitif, dit Vex d'un ton dédaigneux. Un sentiment qui n'a pas sa place dans la civilisation galactique. Vous retirerez immédiatement votre vaisseau et votre personnel. Non, dit simplement Reed. Nous ne le ferons pas. Les écailles de Régulan s'assombrirent de colère. Vous refusez un ordre direct de la Confédération Régulan. Nous ne sommes pas sous votre commandement, répondit calmement Reed. Les Viridiens demandèrent de l'aide. Nous répondîmes. Nous partirons une fois le travail terminé. La communication s'interrompit brusquement. Reed se tourna vers ses officiers, tous le regardant avec des expressions tendues. « Analyse tactique » demanda-t-il. « Leurs vaisseaux sont nettement plus puissants que nous. »« Analyse tactique » demanda-t-il. « Leurs vaisseaux sont nettement plus puissants que nous » répondit le chef de la sécurité Alvarez. « Une chance sur 7. » Reed acquiesça. « Envoyez un message prioritaire à la Terre. Informez-les de la situation. » Tandis que l'équipage de la passerelle exécutait ses ordres, l'esprit de Reed s'emballa. Il ne s'attendait pas à ce que cette mission se transforme en confrontation militaire potentielle. Le Merci était bien équipé pour intervenir en cas de catastrophe, mais ses capacités défensives étaient limitées.
3 jours plus tard, la situation avait radicalement évolué. Les vaisseaux réguliens maintenaient leur position à la limite du système viridien sans avancer ni reculer. Pendant ce temps, la première réponse terrestre arrivait sous la forme de 4 vaisseaux de l'UEA. L'Armstrong, le Gagarine, le Ride et l'Aldrin, tous équipés de processeurs atmosphériques supplémentaires et dotés d'équipes environnementales. Plus important encore, il s'agissait de véritables appareils militaires, des navires dotés de capacités défensives égales, voire supérieures, à celles des navires réguliens. L'amiral Patel, commandant l'Armstrong, a rejoint Reed lors d'une conférence avec les dirigeants viridiens. Le conseil de l'UEA a été très clair, a expliqué Patel au premier président Cale. Nous n'abandonnons pas les missions humanitaires sous prétexte de désapprobation. Des vaisseaux de ravitaillement supplémentaires arriveront dans le mois, apportant les matériaux nécessaires à la construction d'installations de traitement permanentes. Vous risquez un conflit avec la Confédération régulienne, dit Kyle, la voix teintée d'inquiétude. Ils sont puissants et ont de nombreux alliés au Conseil galactique. L'amiral Patel, une femme d'une 60aine d'années, austère aux cheveux grisaciers, sourit légèrement. Premier orateur. L'humanité a passé toute son histoire à affronter des brutes qui pensent pouvoir faire des cesses. Bien, nous sommes assez expérimentés pour tenir bon. La réunion fut interrompue par l'irruption d'un officier subalterne. Amiral, capitaine, les réguliens se déplacent, mais pas vers nous. 6 autres de leurs vaisseaux sont entrés dans le système et déploient une sorte de plateforme orbitale au-dessus de Viridia. Tout le monde s'est précipité au centre de commandement. Sur l'écran principal, ils observèrent les vaisseaux réguliens, positionnés en orbite un énorme appareil annulaire. « Analyse » demanda Reed. Le Dr Wells étudia les données reçues. Il s'agissait apparemment d'un processeur atmosphérique, bien plus grand que le nôtre, utilisant une technologie plus avancée. Cale le fixa, incrédule. Ils avaient refusé notre demande d'aide pendant des années. Pourquoi? Ils nous aideraient, nous, maintenant? L'amiral Patel rit sèchement. Ils ne vous aident pas, premier orateur. Ils sont en concurrence avec nous. Une demande de communication arriva, et le visage reptilien du haut commandant Vex réapparut à l'écran. Cette fois, son expression était suffisante. Observez, humain. C'est ainsi qu'une véritable puissance galactique gère une crise planétaire. Notre anneau de purification atmosphérique accomplira en quelques jours ce que vos appareils primitifs mettraient des années à accomplir. Reed et Patel échangèrent un regard. Patel hocha légèrement la tête et Reed se tourna vers l'écran. « Excellente nouvelle, haut commandant », dit-il avec un enthousiasme sincère. Les Viridiens ont besoin de toute l'aide possible. Nous apprécions votre aide dans cette action humanitaire. La suffisance de Vex s'estompa, visiblement peu enthousiaste à cette réponse. Il ne s'agit pas d'une opération conjointe. Vous retirerez votre équipement et votre personnel. Pourquoi? Demanda Reed d'un ton innocent. Le bien-être des Viridiens est sans doute la priorité. Plus d'aide signifie des résultats plus rapides. Le commandant régulien sembla momentanément à court de mots avant de couper la communication. Plus tard, lors d'une réunion privée à bord du Merci, l'amiral Idi Patel expliqua la situation aux officiers humains et aux dirigeants viridiens. « Les réguliens ne se soucient pas de sauver votre planète », dit-elle sans détour à Kael. « Ils se soucient d'être perçus comme supérieurs aux humains. Notre empressement à les aider face à leur refus les dévalorise, surtout auprès des petites civilisations qu'ils veulent à maintenir dans le droit chemin. » Alors, ils ne nous aident que pour sauver la face? Demanda Tela, le scientifique en chef viridien. Exactement, répondit Patel. Mais leur fierté joue en votre faveur. Maintenant, ils se sentiront obligés de prouver qu'ils peuvent réparer votre atmosphère mieux et plus vite que nous, évidemment, sourit-il. Et pendant ce temps, votre peuple bénéficie de la simultanéité des 2 technologies. Pour la première fois depuis l'arrivée des humains, le premier orateur Kael rit, un rire semblable à celui d'un carillon éolien en cristal. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable, dit-il. Non seulement vous êtes venu à notre secours alors que personne d'autre ne le faisait, mais vous avez réussi à faire honte à la Confédération régulienne pour qu'elle nous aide également. » À la fin de la réunion, Reed observa la planète en contrebas par le hublot. Déjà, la brume grise s'était sensiblement atténuée, là où fonctionnaient les processeurs humains
et régulien. Parfois, dit-il doucement, aider les autres force chacun à devenir meilleur. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'est que la nouvelle des actions de l'humanité et de la réaction des réguliens se propageait déjà par les communications subspatiales à d'autres mondes et espèces de la galaxie, suscitant l'espoir chez certains et l'inquiétude chez d'autres. Turturi. La galaxie était en train de changer parce que les humains prenaient au sérieux un appel à l'aide désespéré. L'atmosphère au-dessus de Viridia s'éclaircissait après 3 semaines d'efforts combinés. Les processeurs humains travaillaient depuis la surface et l'anneau de purification régulateur fonctionnait depuis l'orbite. La brume grise toxique avait diminué de près de 40% dans certaines zones. Un ciel bleu clair était visible pour la première fois depuis des années. Le capitaine Reed se tenait aux côtés du premier orateur Cale, sur la plateforme d'observation de l'une des flèches de cristal de Viridien, dominant la capitale. En contrebas, des enfants de Viridien jouaient dans un parc sans masque respiratoire, leur peau arborant cette couleur bleu-vert éclatante, rare à l'arrivée des humains. Les équipes médicales signalent une baisse de 60% des cas de détresse respiratoire, a déclaré Reed. Le Dr Wells estime que l'air sera totalement sain d'ici 1 mois. Les grands yeux de Cale brillaient d'émotion. « Mon peuple avait perdu espoir, capitaine. Vous nous avez non seulement apporté de l'aide, mais vous avez aussi forcé les Réguliens à intervenir. C'est au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. » Leur moment de paix fut interrompu par une sonnerie d'urgence du système de communication de Reed. « Capitaine, ici l'Armstrong. Nous avons un problème. 23 vaisseaux viennent d'entrer dans le système. » L'expression de Reed se crispa. « Des renforts réguliens. »« Négatif, monsieur. Flotte mixte. Des vaisseaux identifiés appartenaient à l'Empire Zéthéan, au collectif MOX et à au moins 4 autres grandes puissances du Conseil galactique. » Reed échangea un regard inquiet avec Cale. « Je retourne immédiatement à la miséricorde. » En moins d'1 heure, des représentants de toutes les grandes puissances avaient demandé une réunion en terrain neutre. Les Viridiens offraient leur grande salle de réunion, une structure magnifique dont le plafond et les murs étaient entièrement composés de cristal vivant, dont les couleurs variaient selon l'ambiance de la pièce. Reed et l'amiral Patel entrèrent côte à côte, accompagnés de l'officier diplomatique Maria Diaz. La salle circulaire abritait 7 zones de délégation distinctes. Les Réguliens étaient déjà présents, le haut commandant Vex en leur centre. Les 5 autres sections accueillaient les représentants des principales puissances galactiques, toutes espèces, ayant ignoré ou rejeté les appels à l'aide de Viridia. La 7e section réunissait les dirigeants viridiens, avec le premier orateur Kael se tenant fièrement. Au centre, un être grand et élégant, aux avant-bras et à la peau dorée, s'avança au centre de la salle. Cette session d'urgence des représentants régionaux du Conseil galactique est désormais convoquée. Je suis le conseiller Zin du collectif MOX, agissant en qualité de médiateur neutre. L'être doré s'est tourné vers la délégation humaine. L'affaire dont nous sommes saisis concerne l'intervention non autorisée d'une espèce non membre du Conseil dans les affaires intérieures d'un monde en développement. Capitaine Reed, amiral Patel. Vous êtes accusé d'avoir violé les protocoles de non-ingérence qui ont maintenu la paix galactique pendant 2000 ans. L'amiral Patel s'avança. Conseiller, avec tout le respect que je vous dois, la Terre n'est pas signataire de ces protocoles. Nous avons été invités ici par le gouvernement légitime de Viridia en réponse à une demande directe d'aide. Le haut commandant Vex siffla avec colère. Leur invitation est sans objet. Ces protocoles existent pour empêcher les espèces en développement de devenir dépendantes des civilisations avancées. La sélection naturelle doit pouvoir se poursuivre. Maria Diaz prit la parole. Son talent diplomatique transparaissait dans son ton mesuré. « Puis-je poser une question, conseiller ? En quoi une crise environnementale planétaire est-elle une question de sélection naturelle ? Les Viridiens n'ont pas créé ce problème. Il a été causé par des événements géologiques naturels. Un représentant de l'Empire zitien, un être à la peau bleue métallique et doté d'améliorations cybernétiques, a réagi.
Toutes les espèces planétaires sont confrontées à des défis. Ceux qui les surmontent en seuls prouvent leur valeur à rejoindre la société galactique. Ceux qui n'y parviennent pas. L'être fit un geste dédaigneux. Reed sentit sa colère monter, mais garda une voix calme. Votre philosophie consiste donc à regarder les civilisations mourir alors que vous pourriez facilement les aider. Ce n'est pas si simple, dit un autre représentant, celui-ci petit et insecte. Si nous intervenions à chaque crise, les espèces les plus faibles ne développeraient jamais la force de survivre par elles-mêmes. La galaxie serait peuplée de civilisations dépendantes et fragiles. Le premier orateur, Kale, s'avança à l'improviste. Je demande la parole. Lorsque le conseiller Zin acquiesça, Kale s'avança à l'improviste. Je demande la parole. Lorsque le conseiller Zin acquiesça, Kale poursuivit, sa voix plus forte que celle que Reed avait jamais entendue. Pendant des années, mon peuple a envoyé des messages implorant de l'aide. Nous n'avons pas demandé la charité. Nous avons offert commerce, savoir, échanges culturels, tout ce que nous pouvions. Nous étions prêts à travailler, à apprendre, à devenir partenaires plutôt que dépendants. Mais vous nous avez tous jugés indignes d'une réponse. Kyle désigna Reed et Patel. Puis les humains sont arrivés. Ils ne nous ont ni testés ni jugés. Ils ont simplement aidé parce que c'était la chose à faire. Et maintenant qu'ils vous ont couvert de honte par leur compassion, vous prétendez qu'ils ont violé vos protocoles? La salle resta silencieuse un instant avant que le haut commandant Vex ne reprenne la parole. L'interférence humaine a perturbé l'ordre naturel. Si toutes les jeunes espèces de Mantiété se mettent à agir de la sorte, en offrant leur aide aux indignes, c'est tout le fondement de la hiérarchie galactique qui sera menacé. L'amiral Patel hocha lentement la tête. Nous touchons maintenant à la vérité. Il ne s'agit pas de protocole, de non-ingérence ou de sélection naturelle. Il s'agit de préserver votre pouvoir et votre hiérarchie. Elle s'avança au centre de la salle et s'adressa à tous les représentants. Soyons clairs sur la position de l'humanité. Nous continuerons de répondre aux appels à l'aide, quels que soient vos protocoles. Nous continuerons à traiter les autres espèces avec dignité et respect, quel que soit leur niveau de développement. Et si cela perturbe votre hiérarchie, il est peut-être temps qu'elle le soit aussi. La salle s'est embrasée de cris de colère et de protestations de la part de la plupart des délégations. Le conseiller Zin a levé les 4 bras pour exiger le silence. Amiral, vous devez comprendre la gravité de la situation. Les flottes combinées des puissances du Conseil actuellement en orbite autour de Viridia sont 20 fois plus nombreuses que vos vaisseaux. Si vous persistez dans cette attitude de défi, nous ne pourrons garantir votre sécurité. Reed s'avança pour se tenir aux côtés de Patel. Nous menacez-vous, conseiller? Je vous dis la réalité, capitaine. Les protocoles seront appliqués. Avant que Reed puisse répondre, une communication arriva. L'officier se précipita dans le couloir et chuchota à l'amiral Patel. Elle l'écouta, puis sourit. Conseiller Zin, avant d'envisager toute mesure coercitive, vous devriez vérifier vos capteurs longue portée. L'être doré pencha la tête avec curiosité, puis toucha un appareil à son poignet. Son expression changea radicalement. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-il. Le sourire de Patel s'élargit. Lorsque nous avons informé la Terre de la situation, notre gouvernement a contacté tous les mondes ayant reçu et ignoré des appels de détresse au cours de la dernière décennie. Il s'est avéré qu'ils étaient nombreux. Ils avaient tous un point commun. Ils n'étaient pas jugés dignes d'aide par les pouvoirs du Conseil. Elle fit un geste vers le plafond, indiquant l'espace au-dessus. 47 vaisseaux de 18 mondes différents viennent d'arriver dans ce système. Aucun d'entre eux n'est une puissance militaire selon vos critères. Mais ensemble, ils ont formé ce qu'ils appellent l'Alliance d'entraide. Et ils sont là pour soutenir la Terre et Viridia. Le silence se fit tandis que les implications s'imposaient. Reed s'avança. Vous avez bâti une société galactique fondée sur la force, la puissance et la compétition, dit-il doucement. Nous croyons en quelque chose de différent, la coopération, la compassion et l'entraide. Vous considérez l'entraide comme une faiblesse. Nous la voyons comme notre plus grande force.
Le premier orateur calé s'est placé aux côtés des humains. Les Viridiens ont rejoint cette alliance d'entraide. Nous nous rétablissons peut-être. Le premier orateur Kael s'est placé aux côtés des humains. Les Viridiens ont rejoint cette alliance d'entraide. Nous nous rétablissons peut-être, mais nous offrirons toute l'aide possible à ceux qui en ont besoin. Le haut commandant Vex siffla de colère. C'est une rébellion contre l'ordre naturel. Non, répondit calmement Reed. C'est l'évolution, une meilleure voie à suivre. Alors que les représentants du Conseil se réunissaient pour une discussion urgente, Reed se tourna vers l'amiral Patel. 40-16-7. Vaisseau, la Terre a été très occupée, acquiesça Patel. Lorsque la nouvelle de nos activités s'est répandue, ces autres mondes, jusque-là ignorés du Conseil, nous ont contactés. Ils voulaient participer à quelque chose de différent. À l'extérieur du hall de cristal, le ciel de Viridia continuait de s'éclaircir, comme s'il reflétait le nouvel espoir naissant dans la galaxie. L'ancien ordre du Conseil galactique a dû faire face à son premier défi majeur, car les humains avaient pris au sérieux un appel à l'aide désespéré. 6 mois après leur arrivée sur Viridia, la planète était transformée. La brume grise avait complètement disparu, remplacée par un ciel clair qui mettait en valeur la beauté naturelle du monde. Les flèches de cristal en spirale des cités brillaient au soleil, et la célèbre forêt luminescente avait commencé à se régénérer, luisant d'une douce lumière bleutée la nuit. Mais la transformation la plus spectaculaire ne se produisait pas sur Viridia elle-même. Elle se produisait dans ce coin de la galaxie. Le capitaine James Reed se tenait à la fenêtre du nouveau quartier général de l'Alliance d'entraide, construit sur une petite lune en orbite autour de Viridia. Sous lui, des vaisseaux venus de 2 douzaines de mondes différents allaient et venaient, leur conception aussi variée que les espèces qui les avaient créées. Le quartier général lui-même était une merveille d'ingénierie coopérative, intégrant des éléments architecturaux de toutes les espèces membres, y compris des touches humaines distinctives. « Splendide vue, n'est-ce pas ?» s'exclama l'amiral Patel en le rejoignant à la fenêtre. Difficile de croire que tout ait commencé par un simple appel de détresse. Reed hocha la tête et décida simplement d'y répondre. La porte de la plateforme d'observation s'ouvrit et le premier à parler, Cale, entra. Au cours des mois qui ont suivi la confrontation avec le Conseil galactique, le leader viridien était devenu une voix puissante au sein de la nouvelle alliance. Sa silhouette autrefois frêle était désormais en pleine forme, sa peau d'un bleu-vert éclatant. « Les représentants sont prêts pour la cérémonie », a annoncé Kael. 27 mondes ont désormais officiellement rejoint l'Alliance d'entraide. Ensemble, ils se dirigèrent vers la grande salle de l'Assemblée. Contrairement à la disposition hiérarchique des réunions du Conseil galactique, cette salle était conçue avec une table ronde où tous les représentants étaient assis sur un pied d'égalité. Les murs diffusaient des images en temps réel de tous les mondes membres, rappelant constamment la diversité des civilisations qu'ils représentaient. À leur entrée, le silence se fit dans la salle. Les dirigeants d'espèces autrefois jugés indignes par les pouvoirs du Conseil se tenaient désormais debout, représentant fièrement leur monde. Certains se remettaient de catastrophes, environnementales comme Viridia. D'autres avaient dû faire face à des épidémies, des pénuries de ressources ou des catastrophes naturelles. Tous avaient été ignorés par les puissantes civilisations qui dominaient la galaxie, jusqu'à ce que les humains leur montrent une autre voie. L'amiral Patel prit place à la table, Reed se tenant derrière elle, représentant secondaire de la Terre. Un petit cristal de données était posé au centre de la table. La charte officielle de l'Alliance d'entraide énonçant les principes qui guideraient leur coopération. Représentant de l'Alliance, commença Patel. Aujourd'hui, nous officialisons ce qui n'était au départ qu'un simple acte de compassion. Lorsque la Terre a répondu à l'appel à l'aide de Viridia, nous ignorions que nous défions l'ordre établi de la galaxie. Nous faisions simplement ce qui nous était naturel, aider ceux qui étaient dans le besoin. Elle fit un geste autour de la table. Chacun de vos mondes a connu l'indifférence des puissants.
Chacun de vous a lancé des appels restés sans réponse. Aujourd'hui, nous veillons à ce que cela ne se reproduise plus. Un représentant de Nayara, un monde frappé par une épidémie dévastatrice, prit la parole. Puis, leur voix résonna dans le traducteur avec une intensité discrète. Les puissances du Conseil nous ont dit que nous étions trop primitifs pour être sauvés, que nos morts renforceraient notre espèce à long terme. Des millions de personnes sont mortes sous leurs yeux. Puis les humains sont arrivés avec des médicaments et des médecins, sans rien demander en retour, si ce n'est que nous aidions les autres une fois rétablis, un par un. Les représentants ont partagé des histoires similaires. Des mondes abandonnés à leur sort par les pouvoirs du Conseil ont été sauvés par l'intervention humaine et se sont maintenant engagés à faire de même pour les autres, une fois tous les débats terminés. Kyle s'est levé pour s'adresser à l'Assemblée. La disposition finale de notre charte est soumise à un vote crucial aujourd'hui. La question de notre interaction avec le Conseil galactique et ses mondes membres s'est posée. La tension est sautée montée dans la salle. Les puissances du Conseil avaient réagi à la formation de l'Alliance, avec un mélange de colère et de rejet. Certaines avaient avaient menacé de sanctions, voire pire, les mondes membres. D'autres avaient soudainement proposé leur aide aux planètes en difficulté, espérant les empêcher de rejoindre l'Alliance. Les actions récentes du Conseil prouvent qu'il se sent menacé, poursuivit Kael. Il a raison, non pas que nous recherchions le conflit, mais parce que nous offrons une alternative à leur philosophie du pouvoir et de la domination. Reed observa les visages autour de la table. Certains exprimaient de la peur. Les puissances du Conseil restaient militairement supérieures. D'autres affichaient de la détermination. Tous avaient souffert sous l'ancien système. L'amiral Patel se présenta à nouveau. La proposition qui nous est soumise est simple. Nous ne nous isolerons pas des mondes du Conseil, ni ne les contrarierons. Au lieu de cela, nous continuerons d'élargir notre alliance, en offrant l'adhésion à tout monde partageant nos valeurs, y compris ceux actuellement alignés sur le Conseil. Elle marqua une pause et regarda autour de la table. Et surtout, nous répondrons à tout appel à l'aide, même de la part des mondes du Conseil. Nous leur montrerons la force qui naît de la compassion, plutôt que de la compétition. Le vote fut unanime. L'Alliance d'entraide constituerait une alternative au Conseil galactique, non par la puissance militaire, mais par la force de la coopération et du soutien mutuel. Alors que la cérémonie officielle se terminait et que les représentants se séparaient en petits groupes, Reed fut abordé par un visiteur inattendu. Le haut commandant Vex de la Confédération régulienne se tenait maladroitement au bord de la salle, l'air visiblement mal à l'aise. « Capitaine Reed, » dit le régulien, sans son arrogance habituelle, « j'ai été envoyé comme observateur. » Reed haussa un sourcil. Observateur ou espion. Les écailles de Vex changèrent légèrement de couleur, l'équivalent régulien d'une rougeur. La Confédération réévalue certaines politiques. Votre alliance a suscité de vives discussions parmi nos dirigeants. Bien, répondit simplement Reed. Je ne comprends pas votre espèce, admit Vex. Vous risquez un conflit avec de puissantes civilisations pour aider des mondes qui ne peuvent vous offrir que peu en retour. Cela paraît illogique. Reed réfléchit attentivement à sa réponse. Dites-moi, Mila. Commandant Mihai, combien d'alliés la Confédération régulienne comptait-elle il y a 6 mois? 17 mondes majeurs et 43 systèmes mineurs, répondit promptement Vex. Et combien viendraient réellement à votre secours si vous étiez en difficulté, non pas par traité ou par peur, mais par sincère intérêt pour votre peuple? Le régulien resta silencieux. C'est là toute la différence, dit doucement Reed. Chaque monde de cette alliance s'entraiderait non par obligation, mais parce que c'est juste. Il y a une force là-dedans, une force que votre confédération ne comprend pas encore. Plus tard dans la soirée, Reed rejoignit Kyle sur un balcon surplombant Viridia. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel clair, chacune abritant potentiellement des mondes susceptibles de rejoindre leur alliance. Lorsque nous avons lancé cet appel de détresse dans l'obscurité,
dit Kyle pensivement. Nous espérions une assistance technique. Peut-être un équipement environnemental. Nous n'aurions jamais imaginé que cela changerait la galaxie. Reed sourit. C'est le propre de demander de l'aide aux humains. Nous avons tendance à prendre cela très au sérieux. Votre espèce est étrange, dit Kyle, mais son ton était affectueux. La plupart des civilisations avancées grandissent, plus égoïstes avec le pouvoir, plus protectrices de leurs avantages. Les humains semblent avoir pris la direction opposée. Pas toujours, admit Reed. Nous avons connu notre lot de chapitres sombres, mais nous avons appris que la vraie force vient de ce que l'on élève les autres et non de ce que l'on les rabaisse. En contrebas, dans la capitale, les lumières ont commencé à briller à la tombée de la nuit. Des enfants viridiens, qui n'auraient peut-être pas survécu sans l'intervention humaine, jouaient dans les parcs sous le regard attentif de parents, autrefois désespérants. Partout dans la galaxie, des scènes similaires se déroulaient sur d'autres mondes sauvés par la Nouvelle Alliance. Et, dans les chambres du Conseil galactique, des questions dérangeantes étaient maintes posées sur les anciennes méthodes. Tout cela parce que les humains prenaient au sérieux un appel à l'aide désespéré, plus sérieusement que quiconque aurait pu l'imaginer.